What? Non mais ils font la course ou quoi là? Non mais là c'est du délire encore. Non mais si tu garantis c'est du délire. C'est les Sunlight des tropiques. Et ben on va bien se marrer. Hein. Allez c'est parti. Toc toc toc. Et bien voilà. Ça y est, faut pas avoir honte de ces intros. Moi, j'ai plus honte de toute façon. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube PP World. Regardez un petit peu comment je suis heureux. Je suis heureux parce que ça fait des mois que vous me dites, mais alors, quand est-ce qu'il va arriver ce test du téléviseur TCL C845? Alors, le voici, le voilà. Il est super en retard. C'est pas notre faute, mais le principal, c'est qu'il soit là. Voilà, tout simplement. Alors, ce test va être particulier parce que, bien sûr, tout le monde a en tête le 835 qui avait fait un carton. Et là, du coup, comme la barre était déjà là, vous pensez bien qu'en lançant celui-ci, TCL avait un petit peu les genoux qui tremblaient. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux et tout, et c'est ce qu'on va voir. Donc, au menu de cette vidéo, accrochez-vous, hein, je vous le dis tout de suite, parce que là, bon bref. Au menu de cette vidéo, d'abord le descriptif complet. On va le décrire. Qui est-il? Qu'est-ce qu'il aurait de plus, par exemple, que le TCL 835 pour qu'on commence la vague de suicide et tout. Qu'est-ce qu'il a de plus? Après, il y aura essai sur le terrain. Donc, en effet, j'ai essayé le produit. Ça fait 3 jours que je suis avec le produit. Lecteur de Blu-ray, avec tout, des mires. Vous allez tout voir à l'écran, la mire Star Wars. On va s'amuser ensemble. Parce que le but de ces vidéos du dimanche, c'est qu'on rigole un coup quand même. Après les essais sur le terrain, ce qui est important, c'est qu'on va aller voir la personne qui a les clés de cette vidéo, c'est-à-dire Sylvain. Lui, il a passé carrément 10 jours avec le produit en le mesurant, il va avoir toutes les données techniques et on pourra le comparer avec le 835 et le comparer avec les autres produits. Ça, c'est important. N'oubliez pas que mes vidéos sont chapitrées, donc vous pouvez aller où vous voulez, mais le principal, c'est qu'on passe un bon moment ensemble et le plus longtemps possible. Après Sylvain et ses mesures, on ira du côté des plus et des moins. Alors les plus et les moins, c'est un truc qui résume un tout petit peu ce test, mais je rajoute des trucs à l'intérieur que je n'ai pas dit pendant le texte. Je rajoute toujours des petits points dans les plus et les moins pour apporter un complément d'information à mon test du TCL C845. Et après les plus et les moins, une petite conclusion avec un comparatif. Alors si ça vaut le coup de l'acheter, est-ce que si vous avez le 835, vous pouvez le garder ou pas, ou s'il faut vous pleuriez, des choses importantes de la vie. Dans tous les cas, on va attaquer avec le descriptif du produit. Et il y a des choses à dire hein, sur la dalle. Avant qu'on attaque, sachez que la gamme du C845 est différente de celle du C835 parce qu'elle arrivait d'un modèle 85 pouces. C'est vrai que les gens me demandent tout le temps, mais en effet, tu testes des téléviseurs qui font 55 pouces, 65 pouces, est-ce qu'il y a plus grand? Bah eux, ils se disent en effet, alors dans la gamme, vous avez un 55 pouces, 65 pouces, celui-là, 77 pouces et 85 pouces. Il faut savoir que ce produit a été lancé aux environs de 1390 € et on le trouve au moment de ce test déjà aux environs de 1000 €. Et le truc important, c'est qu'à ma connaissance également, le 85 pouces serait aux environs de 2500 €, ce qui n'est pas cher, bah c'est cher, mais pour un 85 pouces, t'as eu du bousin quand même. Alors ce produit qui est ici, premier truc que j'ai trouvé sympa, figurez-vous, c'est l'installation. Regardez les images à l'écran. En montant le pied, vous avez plusieurs hauteurs disponibles, suivant la taille de votre barre de son par exemple. Donc à vous de positionner les vis que vous voulez quand vous montez le tout. Pas mal, non? Là, je l'ai calé pour qu'on puisse mettre pile poil l'Apple TV qui dépasse. Comme ça, ici, c'est discret, c'est beau, mais si j'avais une barre de son, je relève le tout. C'est sympa quand même. Regardez un petit peu maintenant le téléviseur vu de profil. Parce qu'il a l'air comme... Non, on y va. Première séquence d'exploration. Voici le téléviseur, 65 pouces, il fait quand même 25 kilos. C'est pas un produit super léger, on verra tout à l'heure pour la consommation ou autre, c'est un beau bousin, un joli bébé quand même. Hein. Attention à la profondeur du produit. À l'intérieur de ceci, il y a une dalle de 1,6 cm dont on parlera. C'est la dalle LCD. Mais attention, il y a du coffre. C'est le baryton quand même hein, de l'amour. Il fait à peu près 8 cm ici. C'est-à-dire que l'ensemble fait 8 cm, mais la dalle à l'intérieur fait 1,6 cm. Il est temps de passer au descriptif du produit. Voici donc un téléviseur qui est Ultra HD 4K, téléviseur LCD avec un rétroéclairage mini LED. Et avec ce rétroéclairage, il y a également des quantum dots, donc c'est un mini LED QLED. Voilà, la dalle qui est ici, la dalle LCD, est une vraie dalle 144 Hz. C'est-à-dire que ce n'est pas une dalle 120 Hz sur laquelle on appuie sur tous les boutons pour que... Non, non, celle-là, elle est 144 Hz. Et attention pour les gamers, ce téléviseur peut également être 240 Hz. Et oui, pour du gaming en 240 Hz. Mais dans ce cas-là, on n'a pas d'Ultra HD 4K, c'est 240 Hz en Full HD. Voilà. Les formats HDR acceptés, bah tous quoi. Il y a le HDR
classique. Il y a le Dolby Vision IQ avec le petit capteur qui dit il fait jour, il fait nuit, et le HDR10+ de Samsung. Tout est gobé à l'intérieur du produit. À ma connaissance, TCL annonce un nouveau traitement anti-reflet. On verra ça tout à l'heure. Encore une fois, ne vous fiez pas aux reflets que vous avez là, parce que j'ai vraiment des panneaux de lumière de tous les côtés pour essayer d'avoir meilleure mine et tout, mais vous fiez pas à ça. On fera d'autres essais tout à l'heure avec un... Voilà, vous verrez ce qu'il en est sur le terrain. Donc, nouvelle anti-reflet. Maintenant, ce qui vous intéresse, et ce qui m'intéresse également pour vous en parler, c'est quelle est la différence conceptuelle entre le 835 et celui-ci. C'est-à-dire que celui de l'année dernière, on était en train de dire « Oh, c'est génial, c'est génial ». Alors, est-ce que celui-ci, on dit c'est génial, 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 ou on dit bon, c'est génial, sans plus. Voici ce moment tant attendu, tant redouté quelque part, vous allez me maudire peut-être, j'en sais rien du tout. Quelle est la différence entre le 835 et le 845 de TCL? Vous savez que depuis des années, TCL travaille sur un truc particulier, le rétroéclairage. Parce qu'on sait que le LCD, son problème, c'est le rétroéclairage depuis toujours. Donc on travaille sur du mini LED, le nombre de zones mini LED. Chez TCL, vous savez, on travaille également sur l'espace entre le rétroéclairage et la dalle. Là, le 835, l'espace était de 12 mm. Là, c'est 10 mm. C'est ce qu'on appelle le OD10. Donc ça ne change pas grand-chose à la base, hein. Donc il y a toujours 1 cm entre le rétroéclairage et la dalle. Ça ne change pas. Par contre, ce qui change, c'est le nombre de zones de rétroéclairage. Le 835 avait 288 zones. C'est ce qu'il avait à l'intérieur. On a doublé la mise. 576 zones de rétroéclairage sur le 845. Ça fait qu'on peut agir de façon plus précise. Attention, je tiens à dire un truc tout de même. S'il y a 576 zones de rétroéclairage, ça veut dire qu'il y a une zone de rétroéclairage pour 14 400 pixels. Là, on a quand même des grappes, on a quand même des blocs. On verra tout à l'heure ce que ça fait sur le terrain. Bon, ça s'améliore. Mais ce qui est important, c'est pas ça. C'est pas ça. Figurez-vous que, je fais le tambour, je ne sais pas quoi vous faire, je ne sais pas quoi vous dire, ce ne sont pas les mêmes mini LED que sur le 835. Parce que le 835, donc peut-être celui que vous avez, avait un rétroéclairage qui allait de 0 à 100, on va dire théorique, sur 256 niveaux. C'est-à-dire qu'il y a 256 niveaux de rétroéclairage. Ça fait qu'on avait des paliers de rétroéclairage pour rétroéclairer l'image. Imaginez que celui-ci, TCL ait dit ouais, de toute façon n'importe comment, il faut pousser les choses, être plus précis, et puis il y a Samsung qui nous embête, et puis il y a LG qui fait des tas de trucs de tous les côtés, il faut qu'on pousse tout ça. Eh bien très bien, qu'est-ce qu'ils ont fait? 1 million de paliers de rétroéclairage, c'est-à-dire que de 0 à 100, vous avez 1 million de paliers de niveau de lumière. Ça fait qu'en effet, on va avoir une précision d'enfer, puisqu'avant c'était des blocs de paliers, ça allumait pas, mais c'était 256 paliers à 1 million. Donc en effet, à mon avis, ça va booster, mais alors que ça va être la folie, et en plus ça va être mieux géré, parce que derrière, il y a bien sûr un nouvel algorithme, parce qu'il faut travailler beaucoup mieux tous ces paliers. Logiquement, les 1 million de paliers de rétroéclairage, ça va être super important pour avoir le rendu du noir, et pour avoir une très belle échelle des grilles, puisqu'on peut justement modérer chaque niveau de rétroéclairage de façon très très précise. Et c'est là la principale différence entre le 835 et 845. Désolé pour la bonne nouvelle pour certains ou la mauvaise pour d'autres. Je pense que ça va être une des conditions sine qua non des résultats de ce que Sylvain trouvera tout à l'heure. C'est cette nouvelle façon justement de rétroéclairer chez TCL sur cette gamme 845. Voilà. Eh bien, j'ai fait soft, hein. J'aurais pu encore faire des gestes comme ça, mais je dis bon, on va pas les effrayer plus qu'il n'en faut. Mais c'est vrai que sur le papier, dans tous les cas, c'est... J'en profite pour dire un truc important. Parce que les gens confondent quelquefois l'idée du rétroéclairage, du nombre de zones, ainsi que cette graduation de rétroéclairage avec ce qu'on appelle le blooming. Le blooming, c'est que vous avez justement un objet clair sur un fond sombre, vous avez de l'écho. Vous avez un écho de lumière. Alors là, le rétroéclairage restant quand même à 576 zones, on devrait, malgré tout, garder du blooming. On ne peut pas l'annihiler comme ça. Tiens, voilà, d'un coup d'un seul, il n'y a plus aucun blooming sur le LCD. C'est très compliqué à faire. Et là, le fait d'avoir encore si peu de zones par rapport au nombre de pixels, on aura certainement encore du blooming, mais ça sera plus léger, plus modéré. On pourra mieux gérer les pixels, les zones, étant donné qu'on a une graduation élevée et plus de zones. Ça, c'est par rapport au modèle 835. Mais il n'y a pas de miracle. On reste avec du LCD rétroéclairé par des mini LED par zone. À propos, le nouveau traitement vidéo et le nouvel algorithme de gestion de tout ça chez TCL, ça s'appelle le AIPQ 3.0. C'est leur tout nouveau traitement, c'est pour cette année. C'est sur cela. Deuxième séquence immersion, on part sur le côté du téléviseur pour admirer sa connectique. Ça bouge, c'est génial, c'est du vécu. Voici donc 4 ports HDMI qui sont considérés comme étant 2.1 parce qu'ils sont compatibles VRR et ALLM pour le gaming. Par contre, il n'y en a que 2 dans le tas qui sont plein pot.
Donc il y a deux ports HDMI qui sont réellement Ultra HD, 4K, 120 Hz, 144 Hz avec un PC, il n'y en a que deux dans le tas, qui sont capables d'avoir 48 gigabits par seconde. Les autres, c'est 60 Hz, voilà, c'est la base. Il faut savoir qu'il y a bien sûr un port HDMI qui est HDMI e-ARC. Il y a également une sortie audio optique ainsi qu'une sortie casque. Si vous voulez un casque, ça va vachement bien. Voilà, je crois qu'elle est là, si on peut, voilà, je vais essayer de faire le gros plan. Donc à la base, il faut savoir que le Dolby Vision sur ce produit est limité à 60 images par seconde. Il n'y a pas sur le TCL 845 en l'état aujourd'hui de Dolby Vision en 120 images par seconde. Bon, il est temps de parler des choses qui réjouissent et des choses qui fâchent en même temps. Il s'agit du menu. Le menu à l'écran, le fameux menu à l'écran avec tout plein de réglages. Alors là, tout plein de réglages, ça prend tout son sens parce que ce téléviseur déborde littéralement de réglages. Ça fait des années que les fabricants mettent un point d'honneur à balancer des réglages de tous les côtés comme si tous les possesseurs de téléviseurs étaient des étalonneurs professionnels dans le secteur pro Hollywood. Alors vous avez des réglages automatiques sur ce produit, des trucs où en effet on vous dit automatiquement le téléviseur va gérer la luminosité, le contenu adaptatif, ça c'est un truc qu'il peut faire. Mais autrement, dès que vous commencez à entrer dans les vrais réglages, alors c'est là que les problèmes peuvent commencer. Vous avez des pré-réglages classiques, dynamique, standard, film, amélioration HDR, vous avez un mode IMAX dans le cas où vous avez une source qui est en IMAX à l'intérieur, mais vous avez des tas de paramètres avancés de tous les côtés, pour la luminosité, le contraste, la colorimétrie qu'on peut régler sur 2 ou 20 points, des tas de choses qui sont relatives à des trucs où je vous dis allez-y, n'y allez pas, la netteté, les filtres MPEG, vous pouvez très bien enlever des bruits MPEG, des sortes de parasites, alors mettez, ne mettez pas, réducteur de bruit, même chose, ça dépendra, moi je conseille pas de le mettre, je mets à l'arrêt, sinon il va vous flouter l'image de tous les côtés, le lissage numérique, même chose, faites ce que vous voulez avec ça, bref, vous avez des tas de choses. Et attendez, je rate le meilleur. Il y a les mouvements. Alors, les mouvements, c'est la même chose. C'est sélectionner le fait que vous voyez quelques petites saccades ou bien est-ce que l'on lisse tout ça. Vous avez amélioration des mouvements, la netteté des mouvements avec le rétroéclairage en même temps. Vous avez beaucoup de trucs. La réduction du flou. Bref, dans tous les cas, vous pouvez vous amuser à fond avec ce téléviseur qui vous propose un menu raccourci ici. Ou bien, hop, vous repartez ici, voilà, dans le bonheur, affichage et son, et vous repartez vers tous vos réglages. Même chose pour le son. Le son permet un ajustement qui est très intéressant. On va y revenir tout à l'heure avec le cas du DTS. On peut régler le retard audio dans le cas où il y a un problème de désynchro labial. Vous voyez que ça va pas, ben on va régler l'audio. Le périphérique à utiliser, haut-parleur interne, casque filaire, sortie ARC, le Bluetooth, tout peut être géré ici. Le traitement audio. Alors là, c'est le truc le plus complexe, le traitement audio. En mode automatique, le téléviseur va recevoir tous les types de signaux, que ce soit du Dolby Atmos ou bien un signal DTS. Attention, il le reçoit, signal DTS, déjà fabriqué. C'est-à-dire qu'à ma connaissance, le téléviseur n'a pas à l'intérieur un vrai décodeur. Oh, c'est parti, un vrai décodeur DTS. Il reçoit les signaux DTS, il les comprend. Ça vient d'un lecteur de Blu-ray par exemple, il prend le DTS, je le comprends, et il peut le virtualiser. Donc, histoire de vous rassurer, si vous avez une source Dolby Digital, Dolby 3 HD, Dolby Atmos, ou si vous avez une source DTS ou DTS HD, elle sera comprise par le téléviseur qui pourra agir dessus. C'est la différence par rapport au téléviseur qui ne voulait même pas entendre parler de DTS. Là, vous avez le logo DTS sur le produit, DTS HD, parce qu'il le comprend. Voilà. Et ça continue, voici la suite de l'exploration, coucou. Donc on part à nouveau derrière le produit pour découvrir la section audio signée Onkyo. C'est pas la première fois qu'Onkyo travaille avec TCL, ils font ça tout le temps et c'est très bien, c'est une excellente marque japonaise. Cette fois-ci, c'est à ma connaissance la même section audio que sur le 835. Il y a un boomer ici. Donc Onkyo de 20 watts qui est placé à l'arrière. C'est une des raisons pour lesquelles il y a de longs bons points. C'est-à-dire qu'on ne peut pas non plus balancer des boomers de tous les côtés et avoir un téléviseur qui fait 1 cm de profondeur. C'est pas possible. Donc il y a 20 watts de boomer et il y a également 2 fois 20 watts. C'est-à-dire c'est un 2.1. Alors le son en effet est propulsé par ici, il est spatialisé. Il faut savoir que sur ce téléviseur, il n'y a pas un système 5.1 enceinte ou 7.1 enceinte. Il y a tout simplement un système 2.1 avec une spatialisation Dolby Atmos ou spatialisation DTS qui permet d'avoir un son virtuel. C'est-à-dire qu'on utilise voilà, l'algorithme pour en balancer partout dans la pièce. Évidemment, la section audio est accompagnée de modes. Il y a sur ce produit notamment un mode nocturne pour ne pas péter la tête des voisins le soir. Il y a un bass boost. Alors le bass boost, vous savez ce que c'est, vous rajoutez du grave quand on peut en faire, c'est pas un haut-parleur de 50 cm derrière, un égaliseur et égalisation de volume entre les sources pour pas sauter en l'air d'une source à l'autre ou bien pendant les pubs, on peut égaliser le volume. Il y a tout plein de réglages dans le menu
pour permettre à ce téléviseur d'avoir un son tout à fait correct, voire au-delà. On en parle tout à l'heure dans les résultats sur le terrain. Si le son n'est pas suffisant, si vous dites « Oh là là, il n'y a pas assez de grave, il n'y a pas assez de ci », hop, on remonte le téléviseur, on le crante au-dessus et on prend une petite barre de son, voire une grosse, parce que quand même, là, le modèle testé, c'est 65 pouces, hein, donc c'est quand même déjà des grandes images. Il faut les accompagner d'une section audio à la hauteur. Coucou les gamers, mon préféré de Last of Us. Alors il y a un truc, si vous voulez acheter ce téléviseur, il y a une sorte de mode caché. Alors je ne sais pas comment vous le dire, tout à l'heure Sylvain va vous en parler. Pour le gaming, on sait très bien que le gaming, ce qui est important, c'est de pouvoir aller très vite, donc avoir une latence minime. Il y a ce mode dans paramètres. Alors paramètres, vous vous dites, bon, affichage et son. Non, non, pas affichage et son, c'est plus... On va continuer. On va aller là, système. Alors système... On arrive, alors là vous avez accessibilité, propos, stockage, attention, suspense, hein. Mode veille, son système, alors ça va encore plus loin, paramètres du menu, maître du jeu, Game Master, là vous appuyez dessus et là vous dites voilà HDMI 1 c'est la PlayStation, vous mettez en effet le Game Master en route, dans ce cas là si le Game Master est en route, il va accélérer si je puis dire, le téléviseur pour éviter la latence et avoir une barre de gaming qui va s'afficher également. Donc il faut passer par là pour être sûr d'avoir la latence minimale. On a directement maître du jeu automatique. Activé. Voici maintenant ma petite rubrique en vrac, comme ça, pour que vous sachiez des petites choses sur ce produit. Il est Wi-Fi, Chromecast, AirPlay, HomeKit et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on peut appairer une enceinte Bluetooth ou bien un casque en Bluetooth à ce produit et régler le tout. Juste avant de passer aux résultats sur le terrain, il faut que je vous parle un petit peu de la télécommande. Les autres années, il y avait deux télécommandes. Une télécommande big et une plus petite simplifiée. Cette fois-ci, c'est une seule télécommande. Mais attention, bonne nouvelle quand même. Elle n'est pas rétroéclairée non plus. C'est-à-dire qu'ils ont fait une seule, mais ils n'ont pas mis de rétroéclairage. Par contre, il y a plein de touches sympas pour avoir Netflix, Amazon en direct, un programme TCL, plein de choses, Prime et tout. Mais toujours pas de rétroéclairage. Donc dans le noir, il n'y a plus d'espoir. Concernant le menu à l'écran, il s'agit d'un téléviseur qui est Google. C'est Google TV, c'est Android 11.0 qui est à bord, avec des nouveautés sur l'interface que vous voyez actuellement, des nouveaux profils pour les enfants, une bibliothèque qui est plus fluide, le passage d'une application à l'autre qui est plus fluide. Il y a également des previews qui sont améliorés sur cette édition et bien sûr toutes les tuiles habituelles, Netflix, Amazon, il y a plein de choses, vous voyez défiler actuellement. Le produit est très complet, c'est donc un produit Google TV avec Android 11.0 à bord. Ah, je me suis assis là pour être avec vous, je suis tellement content. Alors on va passer maintenant à mes résultats sur le terrain avant que Sylvain intervienne avec ses mesures, parce que c'est lui qui a les clés du château, il a les mesures, donc lui il sait. Alors avant, pour débuter, j'aimerais dire un truc, je vais poser là. À quel moment est-ce que les fabricants, depuis quelques mois, se lancent dans une course absolument effrénée à la luminosité? Parce que là, ce qu'a fait le bousin derrière, c'était juste hallucinant. Vous m'avez vu sauter en l'air quelquefois avec un Samsung, sauter en l'air avec le LG G3 qui était de l'OLED. Mais quand j'ai foutu en route celui-ci dans ce studio il y a 4 jours, vous avez vu ma tête au début de la vidéo, je me suis dit non mais c'est une blague, c'est carrément un Projos qui est derrière. Je ne sais pas combien Sylvain va trouver en candela, que ce soit 1800, 2000, 2100, mais ça crache de ouf. C'est-à-dire que c'est, je vais le dire le mot, c'est trop. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est extrêmement éblouissant. J'étais là en craquage de rétine. Je me suis dit à chaque fois, le pire, c'est pas l'image qui délivre normalement, c'est-à-dire qu'il peut en effet délivrer une image lumineuse, mais c'est le menu. Quand le menu apparaît, le menu sont des bandes blanches qui apparaissent par-dessus l'image. Donc si vous regardez un truc un peu sombre, lui il va éteindre derrière parce qu'il a quand même du mini LED, on va en parler. Mais vous appuyez sur le menu, vous avez cette barre, oh non mais non. Donc je pense qu'on n'est pas loin d'un record de luminosité sur le 845 qu'il n'y avait pas, à mon avis, sur le 835, qui était quand même plus modéré. Sinon, je l'aurais quand même notifié avec mes petites rétines un peu habituées. Donc là, record, il y va à fond. Je dirais même un autre truc qui va peut-être, voilà, je dis les choses telles qu'elles sont. Je pense qu'il faut le freiner. Il ne faut pas le laisser à fond, ce truc-là. À moins que vous ayez carrément un plein jour dessus, c'est-à-dire le soleil, tous les tropiques, tout ce que vous voulez, vous pouvez laisser tout à fond, mais il faut le freiner, c'est-à-dire qu'il faut baisser la luminosité, il faut lui éviter de dire, faut tout ça à fond, il faut éviter les modes automatiques, des trucs comme ça qui vont booster l'image, et ça il faut éviter, du moins si vous regardez dans une condition normale. Ça c'est le premier truc. Alors le truc étonnant, il n'y a pas que ça, c'est qu'il est capable d'avoir une haute luminosité et du contraste. Il est contrasté, c'est-à-dire qu'il arrive à faire cet étrange équilibre entre je t'en fous partout,
mais quand je m'arrête, je m'arrête. À mon avis, l'algorithme de gestion de toutes les zones est vachement bien fichu, ça fait que l'équilibre se fait vachement bien, en HDR notamment, parce qu'il y a une belle amplitude, hein. On peut avoir une montée dans les tours avec une belle luminosité et repartir en même temps avec un très bon contraste, donc un ne nuit pas à l'autre. C'est vraiment intéressant et c'est symptomatique sur ce produit parce qu'il est capable de délivrer beaucoup de lumière, mais l'algorithme qu'ils ont donc mis au point pour ce modèle-là est capable de bien gérer en même temps les zones, c'est-à-dire qu'il peut avoir en effet une lumière qui est très vive, avec en même temps un bon niveau de contraste à côté de cet endroit où il y a la lumière. On sent que c'est quand même pas mal fichu du tout, hein. Donc c'est le point positif. Dans quelques instants, justement à propos de points positifs, on va aller faire un tour du côté de la mire Star Wars avant que je continue. Cette mire durant laquelle je coupe un petit peu tout et je vois les points lumineux. On va voir s'il y a un peu de blooming ou pas. Je rappelle, le blooming, c'est une horreur extraterrestre. Quand vous avez un point blanc sur un fond noir, en général le point blanc n'est pas localisé, il y a un halo de lumière autour. Donc on va voir si par hasard Pépère derrière il en fout partout, ou bien est-ce que c'est malgré tout timoré et retenu par rapport à la génération précédente. Donc c'est parti pour la petite mire Star Wars. Regardez bien les mires maintenant. Ah bah nous y voilà. La fameuse mire Star Wars. Eh bien je peux vous garantir qu'ils ont fait du chemin, TCL. On sent qu'il y a toujours des petits phénomènes de blocs, mais c'est tellement meilleur que les premiers que j'avais testés, où on voyait vraiment des blocs de tous les côtés. Il y avait du blooming, il y avait... Là, on a quand même quelque chose qui est vachement meilleur. On sent que c'est mieux contrôlé de tous les côtés. Enfin, regardez en même temps, je vous fais tout en même temps, hein. Vous voyez la diffraction de l'anti-reflet? Parce que ce que vous voyez, c'est l'image. Ok, vous voyez un point lumineux. Mais regardez comment il est diffracté. Plus il est diffracté, moins vous aurez la lumière incidente justement du soleil et autres. Ça, c'est vicieux comme petit test, parce que ça oblige justement le téléviseur à travailler des zones. C'est-à-dire que le point, il passe d'une zone à l'autre. Tant que ça l'oblige à activer certaines zones, là, je vous remets un petit peu, je triche, hein, mais vous voyez un petit peu le point, ça oblige à activer certaines zones. Donc on passe d'une zone à l'autre, Donc c'est compliqué pour un téléviseur LCD de ne pas faire de blooming. Vous voyez un petit peu à l'image, un tout petit peu de blooming, vous voyez une sorte d'écho autour du point, du carré blanc. Sur le smartphone, l'écho est plus vif que ce que moi je vois. Je vous fais des trucs en ce moment, c'est du délire. En même temps, on est entre nous, on s'amuse, c'est la vidéo du dimanche. Enfin, qui peut durer toute la semaine, ou tout le mois, ou toute l'année. Hop, vous avez vu, c'est pas mal quand même, hein. Donc la luminosité est absolument étonnante. Le ratio de contraste, moi je le trouve très bon, Sylvain nous dira tout à l'heure. Et là, il y a du blooming, il est toujours là le blooming. On ne peut pas enlever le blooming, c'est inhérent à du LCD qui est rétroéclairé. Donc tant qu'il n'y aura pas le même nombre de points de rétroéclairage qu'il y a le nombre de pixels, on ne pourra pas avoir quelque chose de parfait. Mais c'est en net progrès par rapport à ce que j'avais testé moi chez TCL il y a de cela 2, 3, 4 ans où j'étais là, oh la madre de Dios, là c'est quand même vachement meilleur. Un truc que je voulais ajouter par rapport au fait qu'il y avait autant de zones de rétroéclairage, donc 2 fois plus que le 835, c'est qu'en effet il y a ces diodes, ces nouvelles mini LED qui sont capables d'avoir un écart entre 0 et 100% avec 1 million de paliers. C'est un truc qui va aider terriblement le rendu de l'échelle des grilles, puisqu'on peut gérer de façon plus précise, en effet, le rétroéclairage et une partie de l'affichage. On va donc avoir une échelle des grilles qui est beaucoup plus complète, donc quelque chose qui est plus vibrant. Donc c'est que des bonnes nouvelles de ce côté-là. Maintenant, on va passer du côté de ce qui n'est pas noir et blanc, de la colorimétrie. Vous pensez bien que c'est important pour Pépère derrière, la colorimétrie. C'est un téléviseur LCD mini LED avec des quantum dots, qui sont censés avoir la possibilité de délivrer au final des couleurs plus parfaites, si je puis dire. Je résume comme je peux, hein. Donc là, je peux vous dire que c'est assez surprenant. Pourquoi? Je vous le donne en 1000. Pourquoi? Parce que la colorimétrie, elle est carrément boostée par la luminosité qui est derrière, c'est-à-dire que le téléviseur a tellement de patates qu'il va balancer un maximum de lumière pour que les couleurs deviennent extrêmement prenantes, extrêmement vives. On sent qu'il y a la patate. Regardez les mires qui y sont diffusées actuellement. Je les connais par cœur, ces mires. Je bosse avec, je rêve de ces mires la nuit tellement elles me hantent. J'avais rarement vu ces mires avec une telle présence des couleurs, des contours et en effet de la luminance, enfin de la luminosité. C'est absolument dingue. C'est vrai que toutes les mires sont passées avec une présence de folie, mais il n'y a pas que ça, puisqu'en effet, j'ai essayé avec des films, j'ai essayé avec beaucoup de scènes intimistes. C'est vrai que ça passe bien, c'est vrai que le travail algorithmique est vachement bien fait, le noir est noir, il n'y a pas de problème là-dessus, la présence des visages est vibrante. Il y a vraiment une très belle présence générale. Pourquoi? Parce que ce téléviseur a la patate, il a la pêche. Alors comme il a la pêche, tout est boosté, tout est mis en avant. C'est pour ça que quelquefois, je vous ai dit tout à l'heure, même dans les menus, il faut le freiner un petit peu. Il faut éviter qu'il crache trop de lumière, il faut éviter qu'il aille trop loin au niveau de la colorimétrie, sinon on peut avoir une différence, une dérive de carnation des visages, des choses comme ça. Donc c'est vraiment un produit qui est assez impressionnant. C'est-à-dire que vraiment,
Je pense qu'ils ont voulu taper un grand coup en disant bah, c'est très très bien, on a du Samsung, du machin, du QD OLED, on a LG qui va foutre la gomme parce qu'on le savait, parce qu'on est des industriels. Donc ils savaient ce qu'allait se passer pendant cette année 2023. On a vu au CES qui se sont déchaînés et je pense que le résultat il est là. Quand on le met en route la première fois, quand vous le ferez peut-être chez vous ou avec des amis, vous êtes là de waouh, c'est impressionnant parce qu'on a directement cette lumière qui vous arrive, cette colorimétrie et le traitement vidéo est bon aussi. Bien sûr, si on commence à tout lisser, activer tous les modes de compensation, on a une image qui est lisse avec des trucs qui vont pas, des artefacts. Mais globalement, moi, les saccades en 24 images par seconde, ça m'a jamais vraiment fait hurler. Donc, ça me dérangeait pas d'enlever tout ce qui est ces circuits électroniques et qui peuvent être donc déconnectés, c'est optionnel. Et j'ai eu des images qui étaient naturelles. J'ai passé des extraits d'Alien, donc dans le noir, des tas de trucs comme ça, des trucs sur Apple TV, sur Netflix, des Blu-ray discs, des trucs sur Spider-Man et autres. J'ai vraiment allé de tous les côtés, du gaming avec The Last of Us. J'ai vraiment allé partout et je trouvais à chaque fois que c'était impressionnant, c'était beau. On n'a pas malgré tout le rendu du noir définitif et puissant d'un téléviseur OLED qui lui peut tout arrêter. Bien sûr, si on met une mire à 100% de noir sur ce produit, il va tout couper et faire un noir. Mais dès qu'on va voir apparaître un point lumineux, et là, on va avoir un petit halo de blooming que l'OLED n'aura pas. C'est la seule différence, mais il faut vraiment y aller comme ça. Dire le gars, déjà, vous voulez voir mes rides, un peu mes valoches sous les yeux parce que je travaille trop. Moi, je suis un peu bronzé, donc ça va, ça rattrape. Mais le truc, c'est que, en effet, j'ai trouvé que ce produit marquait le pas dans l'évolution de TCL et je tenais à dire un truc tout de suite parce que c'est important que vous le sachiez, il n'y a pas que des points positifs, loin de là. Je n'ai pas du tout aimé l'angle de vision. En effet, quand on le regarde en face, celui-ci, il est bien en face. Sur le côté, on s'aperçoit qu'on perd du contraste, on perd des couleurs. Je vous conseille vraiment de le regarder en face. L'anti-reflet fonctionne, mais c'est pas le meilleur que j'ai eu. Et malgré tout, il y a des petits artefacts, il y a des petits trucs qui se pointent. On voit quelquefois un peu les défauts de compression de certaines sources parce qu'en effet, le circuit compense pas toujours. Globalement, tout n'est pas non plus rose. Aucun téléviseur n'est parfait. Mais il y a quand même un gap par rapport au C835. Attention, parce que je tiens à le dire maintenant, parce que je vous connais avant d'aller voir Sylvain tout à l'heure qui lui aura les mesures. Le C835 est un bon téléviseur, un très bon téléviseur. Il y a des bugs qui m'ont été rapportés, mais bon, a priori, moi, aucun téléviseur que j'ai testé où les gens m'ont dit, bah, jamais de bug. Il y a des trucs, mais l'image du C835 est très très bonne, elle est vraiment très lumineuse, mais là, ils ont je sais pas comment vous dire, je sais pas ce qu'il leur a appris. Ils ont dit, allez, on y va. Et attention, hein, sans pousser. Hein. C'est-à-dire que vous mettez le téléviseur, vous avez le mode normal, standard. J'entends et vous dites, oh là 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 là, mais que se passe-t-il? Donc je sais pas. Autre point, je voulais vous dire concernant la qualité de l'image, j'avais remarqué ça déjà sur le 835. Les mini LED sont quand même vachement puissants, donc on sent que ça booste derrière. Donc l'image a tendance à être parfois un peu laiteuse, un peu crémeuse. On reconnaît quelque chose qui est boosté, qui est sublimé par un rétroéclairage, ça se reconnaît. Un truc qu'on ne trouve pas forcément sur l'OLED, qui lui est plus modéré globalement que le bestiau derrière qui votre bon cœur messieurs dames. Donc voilà, mais on peut régler tout ça. Mais globalement, on a ce côté un peu watté de l'image, pas toujours la plus définie qui soit, c'est pas la plus surpiquée du marché, donc elle a ce côté un peu soft, un peu douce, un peu wattée, j'allais dire. Donc c'est intéressant avec bien sûr derrière des couleurs pas possibles et autres. Donc voilà, il y a du bon, il y a du moins bon. Et concernant la partie audio, ah oui, l'audio, je ne m'étalerai pas beaucoup dessus sur l'audio parce que figurez-vous qu'à ma connaissance, et d'après ce que j'ai entendu, c'est la même chose que le C835. Ils ne sont pas boostés là-dessus particulièrement. C'est le même concept avec le Onkyo, on a du 2.1, on a le même type de concept. Donc c'est vraiment ce qu'il y avait sur le 835, donc si vous voulez regarder cette partie-là dans la vidéo, il n'y a pas de problème. C'est un son qui est solide. Il y a un truc qui m'impressionne justement sur ce modèle-là comme le 835, c'est la présence des dialogues. Les dialogues sont extrêmement clairs et ça, vous savez à quel point j'attache de l'importance au dialogue. Les effets, ça reste de la spatialisation, hein, ça dépendra des murs, en plus il n'y a pas de contrôle, hein, il envoie lui. Hein. Mais globalement, les voix sont claires. Si vous n'avez pas assez de puissance, si vous n'avez pas assez de spatialisation selon vous, rien ne vous empêche d'acheter une barre de son dans ce cas-là et vous réglez le téléviseur différemment, vous le relevez sur son petit pied là derrière, vous pouvez remonter avec les vis et vous mettez une barre de son. Moi je conseille une barre de son pour un truc qui est quand même très grand comme ça. Et encore, c'est pas le plus grand. Dans tous les cas, c'est ce que moi j'avais à vous dire, comme ça, assis par terre devant le télé, c'est le truc que je préfère pour parler avec vous parce que voilà, je vous livre les trucs comme je les ai là-dedans. Maintenant, pour le dur du test, le moment où on est sûr de nous, on va aller vers Sylvain, qui va tout nous dire au niveau des mesures. Ah, accrochez-vous. Ah oui, non, mais je ne veux même pas vivre ça. Je mets la main, je ne veux pas me cramer les rétines aujourd'hui, j'ai décidé que c'était non. Ça va Sylvain? Ça va super, et toi?
Je suis en pleine forme. Je suis à nouveau content de te retrouver parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas fait une vidéo ensemble en plus. Hein, c'est depuis le G3. Donc, et là, on l'aura attendu quand même celui-là, hein, parce qu'on l'aura attendu. On a prié. On s'est dit voilà, de quel camion va-t-il tomber quand ça accélère? On est derrière. Bah, le camion est tombé. Il est là, le 845. Sylvain, et si on commençait par effrayer un peu les foules, les autochtones? Vous, les petits loulous, avec le pic de luminosité de la bestiole. Le fameux pic de luminosité mesuré en mode film qui permet d'obtenir les meilleurs résultats pour un rendu cinématographique. Le pic de luminosité a été mesuré à 2027 candela par mètre carré, monsieur. C'est vrai? Tout à fait. Oh là là, c'est une luciole dans la nuit. Exactement. Un phare. Ouais. Alors, c'est très bon, effectivement. On dépasse la luminosité offerte par le Samsung QN95B, qui a été mesuré à 1880 candela par mètre carré. Mais on reste en dessous du Sony 75Z9K, qui a été mesuré à 2750 candela par mètre carré. C'était une erreur, c'est pas possible. Ils l'ont confondu avec une lampe de jardin. Le problème avec ce téléviseur de Sony, c'est qu'il avait des problèmes à maîtriser son blooming, pour le coup. Oui, il y a trop. Il y en a trop, du coup. Et donc là, c'est quand même, il y a du mini-LED dedans. Hein. On a parlé des zones tout dans cette vidéo. Il y a du monde à bord. Et là, ils viennent une fois de plus de faire grimper le truc. C'est ce qu'ils avaient annoncé. Ils ont dit qu'ils allaient pousser là-dessus. Hein. Exactement. Surtout si on le compare au modèle précédent, le 835, qui avait été mesuré dans exactement les mêmes conditions, 1251 candela par mètre carré. Bonne année, messieurs, dames. Alors la suite, monsieur Sylvain. Tout à fait. La mesure en plein écran, pareil, le pic de luminosité en plein écran, 935 candela par mètre carré. Pardon? 935 candela par mètre carré en plein écran, s'il vous plaît, contre 662 candela par mètre carré sur le modèle précédent. Alors là, je ne connais pas par cœur tous les trucs, mais c'est le record, ça. C'est le record, effectivement. Sur des modèles OLED que j'ai pu comparer, on est à 226 candela par mètre carré, 222 dans ces eaux-là, mais jamais autant. C'est un phare dans la nuit, le truc. Si vous avez un problème pour éclairer un truc chez vous le soir, bah, vous mettez ça en route et c'est bon. Alors maintenant, on part sur les mesures en mode film. Donc avec des images SDR, la colorimétrie, la fidélité des couleurs, le delta E moyen a été mesuré à 2,87. C'est légèrement en dessous de 3, seuil en dessous duquel l'œil humain n'arrive plus à faire la différence entre la couleur affichée et la couleur demandée. D'accord. On peut obtenir mieux en allant un petit peu dans les réglages. D'accord. Effectivement. Oh, d'accord. Mais par rapport à d'autres, il faut savoir qu'on est toujours sous le 3. Donc c'est bon. Mais d'autres modèles qui sont testés sur la chaîne ou qui vont être testés sont à 1, 1,5. Mais c'est encore des chiffres. En dessous de 3, c'est bon. Le record absolu a été obtenu par le Panasonic LZ2000 à 0,9 en mode filmmaker. La température des couleurs, elle est légèrement froide, même assez froide, puisqu'on obtient 7385 Kelvin. C'est vrai? Ouais. Wow. Avec une petite dérive sur le bleu, effectivement, plus que sur les autres couleurs. Je veux dire que presque même derrière, on le voit. Non, je suis méchant. Non, il y a une dérive. C'est-à-dire que le froid, c'est une petite teinte bleue. C'est bleuté. Mais encore une fois, ça se corrige. Mais nous, on prend les mesures telles quelles, avant les corrections. Sans tripoter les menus. Okay, exactement. Le gamma moyen a été mesuré à 2,41. Une excellente valeur. La courbe est excellente à partir de 25%. Avant, l'image est un petit peu trop claire par rapport à ce qu'elle devrait être. D'accord. Le contraste natif est excellent puisqu'il a été mesuré à 6898 pour 1. Contraste natif sans la fonction local dimine activée. Ça. On est, nous, avec les fonctions basiques. Après, vous faites ce que vous voulez, mais déjà, plus de 6000 avec du LCD mini LED sans qu'on touche à quoi que ce soit, donc qu'il n'y ait pas d'optimisation du contraste, c'est énorme. C'est énorme, effectivement. On passe maintenant aux mesures HDR avec la colorimétrie. Le delta E moyen a été mesuré à 2,09. Encore une valeur en dessous de 3, donc qui peut être considéré comme fidèle. Je rappelle le meilleur delta E de tous les temps, qui a été mesuré à 0,71 pour des modèles LG OLED C1, C2. L'uniformité de la dalle, à côté de ça, est vraiment excellente. D'accord, en plus. On passe maintenant aux couvertures des espaces colorimétriques, avec le REC 709, qui a été mesuré à 98,9%. Donc le DCP3, c'est 96,5%. Et le BT2020, le plus exigeant, a été mesuré à 78%, ce qui est très bon. Une valeur haute. Ouais. On passe au gaming. Oh ouais, parce que... Même chose, TCL pousse à fond sur le gaming. Hein. Il pousse à fond. Alors, on en est où avec cette bestiole? Eh ben, on n'est pas trop mal. On active le mode jeu, le maître du jeu d'ailleurs, qui est un peu perdu dans les menus, qui du coup nous permet d'obtenir un input lag de 13,1 millisecondes. C'est bon. Ce qui est très bien. Ça correspond à moins d'une image de retard. C'est pas le mieux. On a obtenu mieux sur le marché, puisque des téléviseurs Samsung, LG, même Panasonic, on arrive à 9,3, 9,1 millisecondes. Mais c'est sous 16 millisecondes. Exactement. Voilà. Le pic de luminosité en mode jeu, 2240 candela par mètre carré. C'est supérieur au mode film. Et avec tout ça,
on arrive quand même à garder une excellente colorimétrie puisque le delta E a été mesuré à 1,18. Alors ça pousse en luminosité avec un delta E qui reste extrêmement étonnant pour du mode jeu. Donc c'est parmi les meilleurs là. Exactement. Ce qu'on a mesuré en jeu. Tout à fait. En jeu, TCL arrive bien Ouais. avec une excellente colorimétrie en sortie de carton. Ouais. C'est incroyable, c'est un des meilleurs voilà, en jeu. Tout à fait. On passe maintenant à la partie consommation, qui est un petit peu plus délicate pour TCL, puisqu'en fait les téléviseurs consomment beaucoup, surtout en SDR, plus qu'en HDR. Pas avec le même contenu évidemment. La consommation sur ce téléviseur en mode film a été mesurée à 148 Wh contre 165 sur le modèle précédent. Donc, on a une baisse de la consommation. Mais à côté de ça, j'ai pu mesurer un Samsung de 75 pouces, donc plus grand, à 99,5 Wh pour exactement le même contenu. D'accord. Ok. Voilà. Consomme pas mal quand même Effectivement. sur un produit 65 pouces, parce que je sais qu'on avait mesuré également des LG à 55 ou 60 en 65 pouces. Water, j'entends. Sur de l'OLED. Oui, c'est ça, sur de l'OLED. Donc on peut dire que celui-ci, il consomme. Oui, tout à fait, il consomme. Le Samsung, c'est du mini LED, hein, en C'est du mini 75 LED. pouces. Ok. C'est pour ça que je l'ai comparé à celui-ci. Merci Sylvain. En mode Dolby Vision, on obtient une consommation de 133 Wh contre 173 Wh pour le modèle précédent, ce qui est effectivement pas mal. Ils font des efforts, mais ça reste visiblement, d'après tes mesures, des produits qui consomment pas mal. Effectivement. Voilà, par rapport à d'autres modèles concurrents dans le même type de technologie, c'est-à-dire du LCD mini LED. Ou du Tout à LCD. fait. Et toujours avec le même contenu pour pouvoir comparer d'une marque à l'autre et d'une référence à une autre également. C'est-à-dire que même si on se trompait, on se trompe de la même façon sur tous. Donc il y a la même amplitude entre les produits. Merci à toi Sylvain, tu peux faire un coucou à tous les gens Merci qui nous Pépé. regardent. Salut C'était à un tous. plaisir de t'avoir avec nous et voilà, à très très vite. À très vite. Ciao. 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 Le rapport qualité-prix, surtout avec les grandes tailles, on a vraiment un super rapport qualité-prix. La luminosité est étonnante, c'est une débauche de l'humaine, c'est du délire, t'es comme ça, tu dis oh, wow, n'en jetez plus, il y en a de tous les côtés, il est extrêmement lumineux. Un ratio de contraste élevé compte tenu du fait que c'est du LCD, on est à plus de 6000/1 en vrai ratio de contraste natif, c'est beaucoup, hein. Donc il travaille bien. Compatibilité gaming en 144 Hz réel. La dalle est 144 Hz pour les gens qui auraient un PC. Idem, compatibilité réelle 240 Hz en gaming, mais en 1080p, donc en Full HD. Il peut le faire. Colorimétrie absolument vibrante. Et vous avez vu les mesures de Sylvain, c'est une colorimétrie très fidèle. Il faut bien l'avouer, la gestion du rétroéclairage mini LED est meilleure que sur le C835. Ils ont plus de zones, ils les gèrent vachement mieux, l'algorithme est meilleur et surtout c'est palier de 0 à 100% avec 1 million de paliers d'illumination. Là ça change tout, là il est là, oh là là, comment je peux travailler correctement? Attention, hein, je n'ai pas dit que le C835 était à la rue. Je dis que là ils ont fait un step up. Attention, hein. Le pied ajustable, c'est bien pour placer ou pas une barre de son. Une seule télécommande au lieu de deux, c'est pas plus mal. Et en plus, infrarouge et Bluetooth. Globalement, un très bon rendu du noir. Un traitement vidéo de très bonne facture. Ok, on n'atteint pas les traitements vidéo extrêmement cinéma de Panasonic ou de Sony, mais là, le traitement vidéo est quand même très bon. Bonne uniformité générale. Sur le blanc et les autres mires, on voyait que c'était très très uniforme. La somme de réglages dans le menu. Ok, on aime ou on n'aime pas, mais au moins, au revoir. Au moins, on peut tout régler. De très bons résultats en gaming. Le téléviseur est capable de comprendre le Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, Dolby Atmos, ainsi que le DTS HD. Vous lui donnez, il est capable de le comprendre et de le renvoyer vers une barre de son par la HDMI si vous le souhaitez. Globalement, concernant le son, c'est la spatialisation n'est pas la plus extraordinaire du monde. Par contre, la présence et la précision des dialogues, c'est dingue, hein. On a des dialogues qui sont vachement nets et on a quand même une réserve de puissance et autres, hein. Il y a Onkyo qui bosse dessus et c'est pas rien, les mecs bossent. Boum, coup de boule maintenant. Il y a eu les caresses, maintenant il y a un petit peu hein, quand même. L'angle de vision, je le trouve assez moyen cet angle de vision. Je fais mon méchant, j'adore ça. C'est bien, il n'y a plus deux télécommandes comme avant, il n'y en a qu'une seule. Il n'y a toujours pas de rétroéclairage. Dans le noir, c'est toujours où es-tu? Voilà, je te cherche. Le téléviseur n'est pas compatible Dolby Vision en 120 images par seconde. Il est Dolby Vision 60 images par seconde. À ma connaissance, le téléviseur comprend parfaitement l'audio DTS HD, mais il n'a pas directement un décodeur DTS à l'intérieur. Il utilise une spatialisation DTS parce qu'il reconnaît, mais il ne décode pas lui-même. Il faut lui envoyer le DTS avec un lecteur de Blu-ray ou autre, et il peut s'en occuper. Donc, s'il a du DTS, il peut le renvoyer vers une barre de son qui est compatible DTS. Ne vous inquiétez pas, ça fonctionne quand même. On en parle de la consommation électrique, là, et it is not a good élève, hein.
pas un très bon élève en consommation électrique celui-là. Pan fait fesse là. Hein. C'est du LCD, mais on a quand même un téléviseur qui fait 8 cm d'épaisseur. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur quelque chose de très fin quand même. Je le mets dans les moins, mais c'est quand même pas super grave. Le menu gaming, il y a un menu gaming qui est planqué dans le système, c'est-à-dire que vous avez dans le menu système, vous avez dedans menu gaming qui permet de réduire la latence, d'afficher la barre et autres, mais c'est planqué. Alors que ça devrait être mis en exergue. Non, il faut chercher. Bonne chance. Justement, les paramètres, moi j'adore régler un téléviseur, mais là il y en a trop, enfin il y en a trop. On patauge un peu. C'est pour ça, je dis toujours, si vous vous perdez, hop, les modes pré-réglés. Malgré tous les efforts de TCL, malgré tous les efforts de la plupart des marques, il y a encore dans le noir du blooming. Il y a toujours des points de blooming, des endroits où on va regarder un point se déplacer, on aura un petit halo lumineux autour. C'est pas encore totalement précis parce qu'on rétroéclaire par zone. Il y a toujours du blooming. Et le fait qu'il y ait plus de zones et qu'on ait en effet ces super mini LED avec 1 million de pas de rétroéclairage, on garde quand même du blooming. Plus ou moins présent, mais il est encore là. Le pied n'est pas rotatif. Moi, j'aime bien les pieds rotatifs. C'est pratique, surtout quand l'angle de vision est pas... On peut bouger le téléviseur. Là, on peut pas. On garde le meilleur pour la fin. Il y a 4 ports HDMI qui sont libellés 2.1, mais uniquement 2 qui sont vraiment plein pot, c'est-à-dire Ultra HD, 4K, 120 images par seconde, 144 images, avec du 12 bits en 444. Il n'y a que 2 sur 4. Donc voilà, mais les 4 sont officiellement HDMI 2.1 dans la norme, mais il n'y en a que 2 à mon sens qui sont, qui envoient la gomme. C'est comme ça. Mais je vous applaudis à chaque fois parce que si vous avez tenu bon sans sauter tous les chapitres, vous êtes fort quand même, hein, parce que bon voilà, c'est de longue haleine. Moi je prends mon temps pour faire les tests télé parce que d'abord j'adore les téléviseurs, j'adore prendre mon temps pour en parler, je vous en fais des caisses, parce qu'il y a des trucs à dire. Un télé comme ça, je peux pas dire voilà l'image elle est bonne. Non, je peux pas faire ça. J'ai tellement de choses à dire, je me dis voilà, je prends mon temps, c'est ma petite vidéo du dimanche. On va pas se mentir. Ce téléviseur fait quand même partie des meilleurs téléviseurs LCD, mini LED, QLED, Quantum Dots et autres qui existent actuellement. C'est-à-dire que le rapport qualité-prix est en train de grimper parce que lui, le prix chute. Donc vous avez un produit quand même très lumineux, très coloré, avec beaucoup de performance, 144 Hz, 140 Hz avec du gaming et autres. Il va très très loin. C'est pas parfait, aucun produit n'est parfait, mais là, il est globalement assez impressionnant. Alors en face, il y a du monde. Hein. Il y a des modèles en effet chez Sony, chez LG, il y a beaucoup de trucs. Vous inquiétez pas, il y a du monde en face. Mais là, on a quelque chose qui prouve que TCL fout la gomme. C'est-à-dire qu'ils foutent vraiment la gomme technologiquement. D'une génération à l'autre, ça monte. Vous savez qu'il y a des marques, on en parle sur la chaîne, d'une génération à l'autre, ça reste timoré, ça reste timide, on sent qu'ils n'y vont pas à fond. Tandis que là, on a le même genre de poussée que peut avoir LG avec le LG G3. C'est-à-dire qu'on sent que la concurrence devient très très forte entre toutes ces marques qui ont des produits qui sont haut de gamme, parce que celui-ci était lancé à 1500 €, je crois, ou 1400 €. Donc on est déjà sur le très haut de gamme. LG G3, c'est autre chose, mais le C3 qui va arriver en test bientôt sont également des produits haut de gamme sur lesquels les fabricants comptent beaucoup. Donc voilà, c'est important et eux, ils ont encore fait un step-up. Voilà, maintenant, vous en pensez ce que vous voulez, ce téléviseur. Vous avez eu Sylvain qui vous a donné les mesures, vous a donné mes sensations, vous avez eu le produit, ce qu'il sait faire, ce qu'il sait pas faire, les plus et les moins. Maintenant, à vous de voir. Si vous avez le 835, vous avez un excellent produit dans tous les cas. Et voilà, je voulais vous le présenter parce que c'est un produit dont on parle beaucoup, partout, et c'était important pour moi de le tester et de prendre le temps pour le faire dans cette vidéo. J'ai été heureux comme tout, ça me fait super plaisir. Donc merci à nouveau d'être passé sur ma chaîne YouTube, et vous avez plein de vidéos, mais là il y en a plein, et il y a des trucs qui vont arriver. Allez, je vous fais des bisous, et je vous dis à très très vite. Merci de m'avoir écouté, je sais que je parle beaucoup, vous avez le chapitrage pour vous sauver. Madre de Dios. Allez, ciao, je vous fais des gros bisous, merci.